Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Lilo au bord. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois à l'occasion des représentations qui sont actuellement données à l'opéra comique Armide de Gluck. J'allais presque dire de Lully. Et donc cette création de cet opéra, l'opéra comique, je crois que ça n'avait pas été donné depuis... 1913. Voilà. En France, oui. Donc, Lilo Bord, vous partagez entre la mise en scène à la fois d'opéra, la mise en scène de théâtre. Vous êtes comédienne. Je ne sais pas si vous avez encore le temps d'être comédienne. Oh, j'étais il y a juste avant le Covid. J'avais pas joué depuis 16 ans et j'ai travaillé dans une compagnie au Japon. Et du coup, j'ai joué un rôle d'homme et je l'avais peut-être aussi accepté un peu pour ça, pour avoir juste un changement un peu entre mise en scène et comédienne. Alors, c'est un spectacle avec une distribution splendide. Au premier rang, Véronique Jans, Yann Bostridge, multiples chanteurs merveilleux. J'ai peur d'en oublier, donc je dirais peut-être après. Et puis Christophe Rousset qui dirige. Et puis, il y a l'air d'avoir une vraie complicité avec Christophe Rousset. Oui, ça s'est créé vraiment dès le début. Je crois que c'était même 5 mois avant qu'on a commencé les répétitions. Je l'ai appelé, j'ai dit mais est-ce qu'on garde on garde Armide en entier, parce que justement il avait envie de faire la partition en entier et pas couper comme Minkowski avait fait ou comme d'autres ils avaient fait, qu'ils ont coupé. Et du coup j'ai dit bon, ça veut dire c'est un peu plus de travail à réfléchir justement pour remplir les chaconnes, les menuets, toutes les danses surtout. Et c'est là que j'ai dit, mais Christophe, moi, pour m'inspirer, j'ai lu Jérusalem délivrée de Tasse, et ça m'a tellement donné c'était comme une confirmation que, par exemple, il avait des textes dedans, qu'une fille sortait d'un arbre, d'un tronc d'arbre, où des bras devenaient des feuilles. Et j'ai dit, mais c'est exactement ce que nous, on avait conçu un peu comme image pour la scénographie et aussi pour le jeu des acteurs, parce que, je veux dire, toutes les choristes, c'est des démons. Et comment on travaille justement avec des démons. Juste pour revenir sur Christophe, et quand on a parlé de ça, j'ai dit, mais... c'était beau de partager Tasse, parce qu'il avait une beauté dans le texte et aussi une compréhension par rapport au chevalier danois ou Ubald, et pourquoi il a ce bouclier en diamant qui montre à Renaud que c'était aussi un bouclier de diamant qui est magique, justement pour enlever la sorcellerie d'Armide. Et tout ça, c'était vraiment décrit disons, avec une grande beauté. C'est comme un grand poème épique. Oui, parce que Armide, donc incarnée, et à quel point par Véronique Jans, c'est une magicienne qui va tomber amoureuse de son ennemi Renaud, bien malgré elle, et elle va lutter contre cet amour, et même convoquer la haine. Tout ça va échouer. Oui, mais moi j'ai toujours pensé que Armide comme Renaud, ces deux personnes, c'est un peu comme des jumeaux, parce que tous les deux, c'est des personnes qui ont le contrôle sur soi-même et aussi le contrôle sur leurs sentiments. Parce qu'elle n'est jamais tombée amoureuse, lui non plus, jamais tombé amoureux. Et justement, les deux, c'est cette histoire de contrôle. Et au moment quand elle rencontre Renaud, qui est l'invincible héros, évidemment, c'est aussi une question de pouvoir. Et elle dit d'ailleurs, il me reste 2 solutions, de le haïr ou de l'aimer. Mais il faut que j'agisse. Et c'est pour ça qu'elle dit non, il faut d'abord que j'essaye de le haïr avant de l'aimer. Et c'est pour ça qu'elle évoque la haine. Et d'ailleurs, la haine, pour moi, c'est comme la même personnalité. L'amour et la haine, ça fait partie d'une facette de la même personnalité. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que les costumes sont similaires. Les costumes d'ailleurs qui sont magnifiques, enfin tout est magnifique dans cette production, les décors, les costumes. Hors micro, je vous disais, Lilo Bord, outre les costumes et les décors qui sont magnifiques, il y a toute cette magie autour d'un arbre, on va en parler. Les lumières sont extraordinaires. Oui.
dans ce spectacle. Sublime. Moi, c'est la première fois que je travaille avec Laura Castin et c'est vraiment très, très, très beau. Bruno de Lavanère, j'ai travaillé avec lui cette année sur l'Avare à la Comédie Française et c'est lui le scénographe. Et quand on a travaillé sur l'univers d'Armide, on a dit il a deux endroits. C'est-à-dire l'endroit qui est fertile et qui permet quelque part aussi qu'un amour puisse naître. Et pour ça, on a dit, s'il y a un arbre, que tout à coup, il a des feuillages qui apparaissent. Et aussi pour enchanter Renaud, parce qu'en plus, dans son texte, il dit j'aime, le repos me fait violence au premier acte. Et au deuxième acte, deuxième fois qu'on le voit, il dit ces feuillages invitent au repos. Elle dit ce gazon, cet ombrage frais. Et du coup, il commence à être enchanté, justement, même musicalement. C'est comme il commence à languir. Et c'est à ce moment-là qu'il se couche et qu'il a tous les démons autour, justement, qui sont en train de regarder si leur magie, quelque part, a fonctionné. L'île au bord, en parlant cuisine un peu, comment ça se passe quand vous êtes metteur en scène, on vous propose de mettre en scène un opéra, Armide, pour l'Opéra Comique. C'est votre retour, vous aviez donné mise en scène en 2014 de l'Acmé, qui était aussi une révélation de mise en scène et une révélation de Sabine de Vielle, je me souviens, à l'époque, ça a été vraiment une double apparition. On vous propose Armide, l'Opéra Comique vous propose Armide. À ce moment-là, quoi, vous écoutez l'opéra et en boucle, en essayant de trouver des idées Exactement. Et en plus, la difficulté de l'écouter en boucle, parce que c'est Minkowski, c'était la version coupée, alors c'était pas du tout ça. Et j'ai écouté Muti parce que c'était la version intégrale. Et après, justement, c'est pas la version de Christophe Rousset parce qu'il a complètement d'autres thèmes. Il a une énergie, c'est actif et évidemment ça manque. Et quand on écoute, on dit il a des longueurs. Et après, quand je travaille avec lui, j'ai dit mais il a trouvé le tempo. Oui, voilà, et aussi un twist qui fait qu'il a, par exemple, à la fin, c'est Christophe Rousset qui fait les silences. À la fin, quand elle dit je languis, tam, 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 silence, et tu jouis, silence, silence. Et c'est beau, pour moi, c'est les silences qui parlent, et c'est aussi ça qui fait la tragédie. Qui montre la souffrance de Véronique. Et ça on n'a pas dans les versions qu'on écoute. C'est vraiment ça se fait une fois on est sur le plateau et que Christophe, il travaille avec l'orchestre. Mais alors on est frappé aussi, l'île au bord, parce que j'ai vu beaucoup de mises en scène de théâtre, en particulier à la Comédie Française, des mises en scène mémorables. Il n'y a pas de tic, c'est-à-dire que à chaque mise en scène, on a l'impression que vous remettez tout sur le tapis en essayant de trouver des idées que vous n'avez pas du tout utilisées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est admiratif devant vos mises en scène. Et en même temps, on se dit pas, ça on l'a déjà vu. Ça doit être aussi une difficulté particulière. Oui, c'est vrai, j'essaye de pas puiser dans des choses que je connais déjà et je pense que c'est encore plus difficile avec un opéra parce qu'il a complètement des contraintes différentes. Il a la musique, il a les chanteurs, je les connais pas avant. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me suis entourée des danseurs parce que je connais un peu plus le côté physique dans le théâtre ou dans la danse et c'est pour ça c'est devenu un peu un fil rouge. Mais c'est vrai, j'essaie toujours de remettre à zéro parce que c'est des gens nouveaux, c'est des combinaisons nouvelles. Et je connaissais ni Christophe, ni Véronique, ni Ian Bostridge. Bon, je connaissais vraiment personne, sauf Maï, la danseuse avec qui j'ai travaillé avant. Alors du coup, c'est vrai. Moi, je pense toujours, ça se crée ensemble quelque part. C'est une dynamique, une dynamique qui se crée. Et d'ailleurs, je trouve aussi dans cette œuvre-là, ça s'est ouvert au fur et à mesure et ça donne aussi d'autres idées. Par exemple, ici, comme Florie Valiquette, qui est très joueuse, aussi, qui est très joueuse. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que c'est possible que tu sors de l'arbre ou... Elle a dit, mais évidemment. Non, mais c'est ça aussi, parce que il faut que ça prend l'ensemble et le partage.
Oui, mais vous parlez de contraintes à l'opéra que vous n'avez pas au théâtre. En même temps, au théâtre, c'est vous qui fixez la temporalité. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une pièce Oui. qu'on lit nous, et puis vous pouvez la faire en 2 heures ou en 3 heures. C'est vous qui êtes maîtresse du temps. À l'opéra, c'est la musique qui est la maîtresse du temps, et puis le chef d'orchestre. Donc finalement, cette contrainte aussi, ça peut vous servir aussi. C'est-à-dire, vous imposez une direction aussi. Oui, mais je trouve, par exemple, dans l'opéra, ou surtout, disons, dans cet opéra Gluck, il a beaucoup des morceaux de danse. Et ça ne s'arrêtait pas à un moment. Ça continue, on pense que c'est terminé, mais non. Il a encore un menuet, il a encore un air sicilien. Et ça, il faut être inventif justement pour que ça reste qu'on crée un univers qui tient. Et ça, c'est des contraintes, parce que moi, j'aurais coupé, sans doute. Si vous aviez mis en scène sans qu'il y ait la musique, enfin de votre côté, avec la liberté d'un metteur en scène de théâtre. Voilà. Mais là, et ce que je trouve, ce qui est beau aussi, c'est maintenant j'aime tellement qu'on n'a pas coupé, parce qu'on a trouvé pour moi des très belles choses aussi avec le chœur, et c'est devenu quelque chose organique et fluide, et aussi grâce à ce chœur vraiment qui est formidable et qui était très ouvert et qui était très généreux dans leurs propositions, et où on s'écoutait. Oui, parce que je dois dire que moi, à ma grande honte, je ne connaissais pas du tout cet opéra de Gluck. Et pas qu'il y a un opéra, enfin, vous l'avez dit, il avait été donné en 1913, puis il n'a pas la notoriété de nos jours de l'Orphée ou Iphigénie en Tauride ou d'autres opéras. Je connaissais l'opéra de Lully, parce que ce qui est très incroyable, c'est qu'en fait, il y avait se nommé Quinault, ce grand librettiste, écrivain, dramaturge, qui avait écrit une version adaptée par Lully, et puis c'était une sorte de Belle endormie pendant 100 ans, et Gluck a repris le livret quasi intégralement. Exactement. Il a pas pris le prologue de Lully, le prologue de Lully qui est un discours entre gloire et sagesse, mais sinon c'est mot à mot. Moi, pareil, je connaissais pas du tout Armide de Gluck, alors c'était aussi une découverte. Et en même temps, c'est comme je disais, j'aimais pas tous les morceaux, le chant. Il avait des morceaux, je trouvais, oui, peut-être c'était pas forcément à mon goût. Et là, mais c'est aussi grâce à Christophe, j'aime. Et c'est aussi la façon comment il interprète avec l'orchestre. Et à la façon aussi comme Véronique, elle interprète, ou Ian, ou les chanteurs Philippe, Enguerrand, Apolline, Anaïk, La Haine, Edwin, Hydrao et Florie, dont je viens de parler. Oui, c'est pas seulement des chanteurs, c'est aussi des comédiens. Oui, il y a un naturel. En même temps, ça doit être très difficile d'imposer ce naturel dans ce qui reste quand même une tragédie et de pas tomber dans l'emphase. Et je dois dire que vous êtes quand même singulièrement aidée par Véronique Gens, qui a l'air d'avoir la tragédie naturelle, si je puis me permettre. Elle est, pour moi, elle me touche. C'est vraiment une femme extraordinaire, une chanteuse extraordinaire. Et en plus, comme elle interprète, et chaque fois la fin, quand elle dit « Le perfide Renaud me fuit », perfide qu'il est, mon lâche cœur le suit. Et rien dans ce texte, je trouve, c'est émouvant, et on voit tous ses doutes, son désespoir, son amour dans ce texte, mais c'est aussi comme elle l'interprète, et c'est merveilleux. Oui, parce qu'elle a une gestuelle, encore une fois, dans un rôle quasi mythologique, une gestuelle qui paraît vraiment très naturelle. Enfin, oui. C'est très étonnant. Je ne sais pas comment vous avez travaillé avec elle, parce que c'est quand même très difficile pas tomber dans une gestuelle qui soit pas emphatique, ou faire comme ça des rôles mythiques, Lilo Bord. Moi, je pense qu'il faut... Elle aussi, je m'imagine, elle commençait à zéro, on se connaissait pas. Alors, on se parle, on parle du rôle, on parle aussi... Je lui ai aussi montré les textes de Tasse quand il parle d'Armide, comment elle est, et justement aussi que c'est aussi une manipulatrice. C'est pas seulement juste une princesse, une magicienne, elle manipule les gens. Et du coup, c'est grâce à sa magie d'ailleurs que Renaud devient captive. Et en parlant de tous ces moments-là, on se parlait chaque fois après, est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on le voit, ce moment-là? Est-ce que c'est clair? Et au fur et à mesure, elle a créé sa propre Armide. Alors,
L'île aux bords, peut-être que je vais m'égarer, mais un temps, il y a quand même une des figures tutélaires quand on vous évoque, c'est Peter Brook. Est-ce que vous permettez que on parle de 2 minutes de votre relation à ce metteur en scène, parce que on parle Peter Brook, opéra, il y a tellement de souvenirs inoubliables. En même temps, c'est quelqu'un qui a révolutionné, enfin, le mot est inapproprié, mais je me souviens de la tragédie de Carmen ou des impressions de Péléas, des spectacles qui ont donné une vision de l'opéra qu'on n'avait pas jusqu'alors. Vous avez beaucoup travaillé avec lui sur l'opéra Non, sur plus l'opéra, au non. théâtre, Sur alors l'opéra, non, mais sur le théâtre. Et aussi, j'ai aussi travaillé sur lui sur d'autres projets qui se sont jamais vraiment développés, mais on a quand même travaillé ensemble. Et cette force et cette écoute que Peter Brook avait, justement, il m'expliquait, je jouais Gertrude dans Hamlet, et il m'expliquait qu'est-ce que ça veut dire d'écouter et de rien faire, mais d'être présent. Et moi, je me rappelle toujours, je dis, mais pourquoi il m'a choisi, moi qui bouge tellement, qui a aussi fait de la danse. Et justement, il m'a dit, quand tu connais ton corps, parce que tu es danseur ou danseuse, tu connais aussi le silence du corps. Et ça, je me rappelle, je l'ai dit à Véronique aussi d'ailleurs. Véronique, elle a travaillé avec lui dans Don Giovanni. Il y a très longtemps, c'était en 2004, je crois. à Aix-en-Provence, Voilà. mise On en scène a de parlé. Peter Brook, Voilà. Et du coup, j'ai dit à Véronique, mais le silence est très important aussi. C'est pas qu'il faut bouger tout le temps, ou qu'il faut toujours agir. C'est aussi dans le silence que les émotions naissent. Alors, on parlait du texte, parce que le livret, il est très beau, ce livret de Quinault, c'est Oui. vraiment un texte fort. Vous avez mis en scène aussi Ariane et Barbe Bleue à Dijon, donc aussi là, un texte fort de Maeterlinck. Complètement. Vous retrouvez quand même à chaque fois à l'opéra, mais avec des univers, avec un univers littéraire important aussi. Oui, moi je trouve que ça inspire beaucoup d'avoir ces... comme je disais, Quinault que je connaissais pas. Je connaissais pas Gluck, Armide, et que c'était exactement le même texte que Lully avait choisi aussi, évidemment. Mais je découvrais vraiment le texte qui est sublime, surtout par rapport à l'amour. Par exemple, que c'est une punition de t'abandonner à l'amour. C'est ça que la haine, elle dit. Je te punis pour toujours, je vais t'abandonner à l'amour. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire justement Armide, elle a perdu la liberté. Elle a plus la magie. Elle essaye d'évoquer les démons, mais les démons seront plus là à la fin parce que justement, elle est tombée amoureuse. Du coup, elle n'est plus libre, mais elle perd aussi la magie. Et c'est un peu la quintessence. Et on dit aussi, plus que tu connais l'amour, plus tu la détestes. C'est vraiment, c'est assez fort, je trouve, de dire ça. C'est pour ça que d'ailleurs, pendant ce spectacle, au risque de m'égarer encore une fois, je pensais à La Sirène du Mississippi de François Truffaut. D'abord parce qu'il y a la noblesse de Véronique Jans. Oui. Et on pense aussi à cette noblesse altière de Catherine Deneuve, qui se refuse à l'amour et finalement est gagnée par l'amour. Mais ça finit mal. Mais complètement. Il y a ce côté aussi dans votre spectacle de la magie. Alors ça, il y a des images dont on garde en mémoire. Avec cet arbre qui est au cœur de quasiment tous les actes, qui va évoluer, c'est-à-dire tantôt il est dénudé, tantôt il y a la magie qui lui donne du feuillage et qui fait naître une végétation luxuriante. Ça, c'est une idée qui est venue comment, C'est venu parce que, peut-être j'avais pas dit ça tout à l'heure, justement dans ces deux espaces, c'est-à-dire c'est un endroit printanière, le printemps qui règne tout le temps, un peu fertile, et après l'endroit désertique. Et c'est ça, justement, quand elle dit d'ailleurs, j'ai honte, je veux rougir que devant vos yeux, elle dit à ses deux confidentes, parce que j'ai honte que je suis tombée amoureuse, moi, qui contrôle tout. Et du coup, elle a décidé d'aller dans un endroit désertique où personne ne peut la trouver. Et aussi, quelque part, pour moi, c'est aussi de trouver cet endroit aride qui permet pas que l'émotion naisse. Parce que c'est comme il a la sécheresse. C'est comme pour l'assécher de ces sentiments qui viennent de naître. Justement, que le printemps, les feuillages, la fertilité montrent. Parce que justement, en elle, quelque chose a vraiment changé. Pour moi, c'est comme une plante. C'est comme Private Life of Plants. Ça commence à chercher la lumière.
cette racine. Et c'est pour ça qu'elle va dans le désert pour le tuer, pour tuer ce sentiment. Et du coup, on a beaucoup parlé de ces deux endroits et c'est avec Bruno qu'on a eu cette idée que c'est un arbre justement, qui donne ces deux espaces, arides ou fertiles. Oui, il est incroyable cet arbre où Ouais. surgissent et entre les personnages. C'est une prouesse technique aussi. Oui, complètement. En plus, c'est un artiste, Socrates, qui l'a créé et moi je trouve que c'est vraiment très 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 beau, très très réussi. Ouais. Valorisé à la fois par Mm. le reste du décor et par les lumières. Mm. Il y a des moments aussi où Armide se retrouve seul sur scène, dans un paysage aride et dénudé. Oui. Ça aussi, par contraste, c'est très frappant. Et c'est fait exprès, justement, que chaque fois, quand elle se pose des questions par rapport, justement, une fois que la haine la laisse, elle dit Ah, parce qu'elle dit Sors, 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 pour jamais du sein d'Armide, amour, amour. Et tout à coup, Armide, elle dit Arrête, 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 affreuse haine. Et c'est là que la haine dit Alors, suis l'amour, puisque tu le veux, suis l'amour. Et elle reste seule, justement, avec ce sentiment. Mais qu'est-ce que je fais maintenant quand je suis l'amour? Mais parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait toujours peur. C'est dans la psychanalyse aussi. Et c'est pour ça, c'est des moments choisis qu'elle est vraiment seule. Chaque fois quand c'est un peu introspectif, elle est seule sur scène. L'Île aux bords, vous le disiez, donc vous connaissiez uniquement une des danseuses, vous connaissiez pas les chanteurs avant de mettre en scène cet opéra. Comment ça se passe justement? Vous avez arrivé avec toutes vos idées, que vous avez travaillé votre mise en scène à votre table ou je ne sais pas dans quelle circonstance. Et après vous arrivez avec les chanteurs. Donc là, ils vont vous transformer totalement les idées que vous aviez conçues ou alors comment ça se passe? Non, j'ai travaillé avec les danseurs avant, avec les 3 danseurs, parce qu'il fallait trouver, il fallait faire tout de la mise en scène aussi du chœur qui va suivre après. Alors on a travaillé. Oui, le chœur, les éléments, je le rappelle, dirigé par Joël Suelbiette. Et ça, alors on a travaillé avant, avec depuis 1 an. On a 10 jours en tout. On a travaillé ça avec les danseurs pour être prêts quand on arrive. Une fois, quand on propose les idées, évidemment, à Véronique ou à Ian, etc., c'est aussi pour voir qu'est-ce qu'eux, ils proposent. Parce qu'on peut avoir une idée, mais peut-être ça ne convient pas du tout. Moi, justement, on a essayé plein de choses. On l'a fait voler. Véronique. Parce qu'à la fin, elle est censée s'envoler, oui. Armide. Ouais, mais une fois que son monde s'écroule. Oui, exactement. Mais bon, ça c'est aussi un peu difficile. Elle s'envole avec un char volant. Et moi, j'ai trouvé que c'était quelque part plus juste de montrer que ce qu'elle disait détruisait ce palais. Et justement aussi détruire ces sentiments qu'elle avait, qui commençaient à naître. Et du coup, c'est pour ça que je voulais qu'à la fin, que tout le monde, tout le cœur entre sur scène et tombe, comme un champ de bataille. Pour moi, c'était vraiment à la fin qu'on est vraiment dans cet endroit presque désertique où tout le monde meurt. Et c'est seulement elle qui vit avec cette vengeance. D'ailleurs, c'est le mot qu'elle dit. Qu'est-ce qui me reste? La vengeance. Oui, c'est cette magnifique fin avec ces lumières qui s'éteignent peu à peu et Véronique Jans qui reste seule en scène. Mais alors quand vous travaillez avec des chanteurs, ils n'ont pas les mêmes contraintes que des comédiens, c'est-à-dire qu'ils ont le problème vocal et ils s'épuisent plus rapidement dans le travail. Et donc c'est aussi une contrainte pour vous Non, je pense pour moi, c'est quelquefois, on peut trouver des choses très vite et c'est pas forcément en le refaisant. Et quelquefois, c'est aussi en le chantant, mais avec une octave en dessous ou presque en le parlant, parce qu'il faut pas les épuiser, je trouve. Et c'est aussi pour garder la voix, parce que de toute façon, la voix, ça prend vraiment, ça prend un éclat où ça commence à briller dès qu'il a l'orchestre. Avant, avec le piano, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes harmonies forcément. Et justement, dès que l'orchestre était là, ça montait. C'est là où on commence vraiment à découvrir, les voix de ces chanteurs. Et bon, c'est pas vrai. C'était aussi le premier jour quand on avait la musicale. Mais c'est pas pareil. C'est avec un pianoforte et c'est pas pareil. Alors, Les Hauts-Bords va être repris à la Comédie Française, va être reprise La Puce à l'oreille de Feydeau. C'est vraiment un spectacle
spectacle mémorable. Enfin, puis là aussi avec des acteurs extraordinaires. J'ai lu une interview d'Éric Ruff où il parlait justement de votre Avare que vous venez de mettre en scène il y a quelques mois avec Laurent Stocker et puis une pléiade d'autres acteurs. Laurent Stocker qui est comme toujours extraordinaire. Enfin, lui, il est extraordinaire parce que il arrive à jouer des rôles, à faire rire, et puis il peut être dans un rôle dramatique et tout aussi convaincant. Là, c'est extraordinaire. Mais je lisais une interview où vous disiez que vous aviez été réticente pour mettre en scène l'Avare en vous disant mais ça a tellement été mis en scène par des grands metteurs en scène. Notamment, il y avait la précédente mise en scène, je crois que c'est Catherine Yegel, qui était aussi merveilleuse que la vôtre, dans un complètement différente, mais qui était aussi magnifique. Et alors vous vous êtes posé la question en vous disant mais est-ce que je suis légitime à remettre en scène une pièce qui a été tellement mise en scène? Ah oui, complètement. Alors moi, au début, je voulais pas. Ça fait peur? Oui, ça m'a fait peur. Mais en même temps, si Ruff vous le demande, c'est que je pense que vous pouvez le faire. Oui, mais moi, je l'ai vu avec Catherine Yegel et avec Denis Podalides, que j'adore, et j'ai adoré son Avare. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, au début, j'ai dit à Eric, je sais pas. Et après, je l'ai lu, parce que bon, je l'avais vu, mais je l'ai lu. Et en le lisant, j'ai dit, mais on parle des cassettes, on parle de... Et moi, j'ai dit, mais en étant suisse, je voyais tous ces cassettes dans les trésors avec les 2 clés qu'il fallait. Et j'ai dit, mais c'est tellement Genève, ou je sais pas, bon, c'était un univers d'argent que je connais un petit peu avec les banques. Et moi surtout, quand je lisais, je disais, quand j'ai travaillé avec un stagiaire... qui m'a justement beaucoup aidé pour faire les recherches. Il était à la Sorbonne, il a fait un peu les recherches de cette époque-là, de Molière, et pour savoir que 10 000 écus étaient 350 000 euros qu'il avait laissé dans son jardin, du coup, je me suis dit, mais il est riche. C'est une personne riche. Parce que souvent, je trouvais, on le voyait un peu pauvre ou un peu... Oui, avec des habits élimés. C'est côté avare. Mais je pense un usurier qui est pauvre, on n'a pas confiance. Moi, je sais pourquoi. Parce que pour moi, les usuriers, c'est nos banques aujourd'hui. Et en plus, lui, il prenait 25%. C'est quand même incroyable. Le droit à cette époque-là, c'était 5,5%. Et c'est pour ça que je disais, mais si c'est un banquier suisse qui veut encore plus, c'est comme aujourd'hui la richesse, c'est dans peu de mains, mais incroyable. Et du coup, en réfléchissant à ça, j'ai dit, mais je crois que j'ai des images pour cet Avare. Oui, bah vous les avez largement trouvés. Enfin, ça va être repris d'ailleurs, oui, cet Avare, l'année prochaine. Oui. Au mois de mai, je crois. On n'a pas eu la chance de le voir, faut vraiment. Et puis bon, c'est à voir et à revoir. En attendant, il y a cette puce à l'oreille. Lilo Bord, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de mettre en scène une pièce comme ça, qui fait partie du patrimoine, que tout le monde connaît, et dans laquelle on a une grande attente, ou d'une œuvre que personne ne connaît, ou peu de gens connaissent, comme justement cette Armide de Gluck. Différentes. C'est peut-être... Oui, c'est des contraintes différentes. Moi, j'aime bien choisir une pièce qui n'est pas du tout connue parce qu'il n'a pas la comparaison. Et là, dans Armide, justement, bon, c'était attendu parce que c'était pas fait depuis 1913, pardon. Mais après, c'est aussi, on a peut-être des attentes de le voir d'une certaine manière parce qu'on a une idée, justement, du XVIIIe siècle ou comment c'était fait. Mais après, il faut avoir confiance aussi en soi-même avec l'équipe avec qui on a travaillé pour dire on crée un univers et on va voir si on va amener tout le monde dans cet univers. Mais moi, j'aime bien choisir aussi des pièces qui ne sont pas du tout connues. Parce que une pièce qui est connue, c'est dès le début, évidemment, on comparait. C'est il y a évident. aussi la tête des autres oui. De Marcel Aimé, qui était aussi un spectacle magnifique au Vieux Colombier. Là aussi, qui est quand même une pièce beaucoup moins jouée. Oui, mais quand je l'ai lu, j'ai dit, mais c'est un polar. C'est un polar. Vous l'avez monté comme un polar. Oui, mais parce que justement, on parlait qu'on veut tuer quelqu'un et on parlait des procureurs. Et je disais aussi, c'est vraiment quelqu'un qui se venge. Et en plus, il était caché dans la voiture du procureur pour entrer avec un pistolet. Et il avait tellement des baffes qu'on donnait et c'était beaucoup des menaces. Et je dis, mais du coup,
dès que je voyais que c'était un peu l'univers noir et blanc ou polar, les années 40, 50, tout de suite, ça donne des idées ou ça ouvre un peu des boîtes. Les opéras que vous montez, ça correspond à vos goûts musicaux ou alors, parce que le Gluck, vous ne le connaissiez pas, on a parlé de Ariane et Barbe Bleue de Paul Dukas, qui était un chef-d'œuvre du début du XXe siècle. On est loin. Mais complètement loin. Moi, je pense, on rentre dedans. C'est pas toujours qu'on aime forcément. Et il a des airs que j'adore, mais souvent, c'est les airs que j'aime moins qui restent dans la tête. Et c'est un peu difficile. Des vers musicaux. Oui, voilà, exactement. Mais et maintenant, j'aime beaucoup cet opéra, vraiment. Mais c'est vrai, au début, je trouve qu'il avait des longueurs. Je trouvais aussi qu'il y avait Jeune cœur. Et en même temps, maintenant, comme Christophe l'a fait aussi, je trouve que c'est un moment justement qui enchante. Et du coup, c'est vrai, maintenant j'aime cet opéra, qui n'était pas forcément le cas au début. Oui, et puis la musique est absolument magnifique, encore une fois, et puis elle est d'un abord immédiat. Enfin, quand on ne connaît pas du tout l'œuvre, c'est d'une séduction immédiate. Alors juste un détour, l'île au bord, par un compositeur avec lequel vous avez travaillé à 2 reprises, qui est Michael Levinas. Oui. Donc pour 2 créations, à la fois le Petit Prince et la conférence des oiseaux. Alors là, c'est quand même, là, vous travaillez carrément avec le compositeur. Oui, non, mais ça, c'est un événement. Parce que quand on m'avait demandé de travailler avec lui sur le Petit Prince, justement, c'était Lausanne. C'était une coproduction aussi avec Châtelet et Lille, etc. Et je connaissais pas Michael Levinas. Bon, de nom, évidemment, je connaissais des musiques de lui. Mais oui, le père, évidemment. Ça, c'est très clair. Mais je l'ai rencontré et ça, c'était incroyable parce que c'est une création. Du coup, on était beaucoup... il me jouait sur le piano, évidemment, les rôles. Il le chantait, mais c'était pas l'orchestre. Et du coup, c'était encore complètement... L'approche était si différente d'une musique qu'on connaît parce que c'est vraiment... Il est en train de le créer devant mes yeux ou devant mes oreilles. C'était quelque chose, un événement que j'ai jamais vécu. Alors, vous dites que c'était une coproduction entre plusieurs théâtres, donc à chaque fois vous recréez, faut adapter à chaque fois. C'est les mêmes chanteurs ou sont des chanteurs différents? Oui, non, c'était les mêmes chanteurs. Oui. En même temps, il faut adapter tout, le décor, ou non, c'était prévu? Non, ça c'était déjà prévu justement dès le début. Oui. Mais c'était justement la grande surprise, c'est quand l'orchestre arrive. Quand l'orchestre est arrivé à Lausanne, j'entendais le renard ou la rose pour la première fois, complètement différent. Et c'est ça aussi, c'est comme si vraiment ça se crée à l'instant même. Et ça, c'était formidable. Est-ce qu'il y a un opéra que vous rêvez de mettre en scène? Ou alors on ne peut pas en parler, l'île au bord? Non, c'est pas un opéra. Apparemment, le King Arthur Purcell, mais moi j'aime beaucoup Purcell. Et vous êtes quand même très lié à la culture anglaise. Oui. Vous avez beaucoup travaillé en Angleterre, vous avez joué dans des films même anglais. Oui, j'ai vécu 12 ans en Angleterre et je crois que au début, je ne comprenais pas trop... évidemment l'humour ou même la manière anglaise. Et vous êtes bien rattrapé. Et maintenant, j'adore. J'adore, oui, parce que c'est vraiment... ouais. Souvent, d'ailleurs, quand je travaille, Peter Sellers, où il a beaucoup des Monty Python, ou il a aussi Buster Keaton, évidemment, mais je dis dans le théâtre, je suis très influencée par les films anglais ou les... Oui, c'est vrai. Peut-être même l'humour. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut se dire que même votre manière de mettre en scène Feydeau, il y a une influence du burlesque américain ou anglais, ou anglo-saxon. Oui. Et j'ai rajouté des petites scènes qui n'étaient pas dans Feydeau. Oui. Non, mais c'est un régal de bout en bout. Enfin, on pourrait continuer à évoquer, mais juste comment vous êtes retrouvé en Angleterre justement pendant 12 ans à travailler? C'est parce que moi j'ai fait une école de théâtre et j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Simon McBurney, qui fait aussi beaucoup d'opéra et théâtre. Et du coup, il m'a demandé de venir pour jouer dans La visite de la vieille dame de Dürrenmatt. En anglais? En anglais, oui.
Et du coup, alors je suis allée en Angleterre pour jouer dans cette pièce. Et après, on m'a gardée, on m'a demandé d'autres choses. Et après, j'ai aussi travaillé dans Shakespeare's Globe et aussi au National avec, par exemple, l'année 2000, j'ai fait l'Orestie de Robert Hughes, le mari de Sylvia Plath, qui était le poète lauréat de la reine à ce moment-là. Et du coup, bon, ça s'est vraiment fait comme ça que je suis restée. C'était pas forcément que j'aimais le climat, mais le travail. Vous aimez la neige, en tout cas. Oui, oui, parce que je vis plus en Suisse. Alors du coup, je peux mettre de temps en temps des petits bouts parce que j'étais monitrice de ski quand j'étais jeune. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Et donc, un de vos rêves de mise en scène, c'est King Arthur de Purcell. Ben, j'aime beaucoup, mais bon, en même temps, c'était fait aussi déjà beaucoup. Et j'ai vu des mises en scène que j'aimais bien. Bon, juste en vidéo, je ne l'ai pas vu en direct, mais j'aime beaucoup Purcell. J'aime aussi, oui, ouais. Handel, bon, c'est vrai, ça reste un peu dans le baroque. Bon, en attendant, il y a cette armée de Gluck à l'Opéra Comique avec donc Christophe Rousset qui dirige bien sûr les talents lyriques, Joël Subiette qui dirige Le Chœur les éléments, et puis Véronique Jans, Yann Bostridge, Edwin Crossley-Mercer, on n'en a pas parlé aussi. Non. Et magnifique en Hydrault, oui. L'oncle de... Oui, qui est l'oncle et aussi un magicien formidable, oui. Oui, grande figure aussi. Oui, exactement. Ça va, vous avez un beau plateau pour cette Armide. Complètement. Ce spectacle jusqu'au 15 novembre prochain à l'Opéra Comique. En attendant de retrouver votre mise en scène de la puce à l'oreille à la Comédie Française et de bien d'autres mises en scène. L'Île au bord, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la metteur en scène L'Île au bord, je vous propose d'écouter la soprano Véronique Jans, dont il a été beaucoup question dans cet entretien. Nous ne l'écouterons pas dans Armide de Gluck, qu'elle n'a pas enregistré, mais dans le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson, l'Orchestre national de Lille est dirigé par Alexandre Bloch. Je vous souhaite une très belle écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.
sang lamentable et sauvage, va